Bonjour, Farlight International continue avec ses séries de vidéos. Vous avez des questions et nous essayons de trouver des réponses et parfois des solutions innovantes. La dernière fois, nous avons adressé le problème de l'exercice. Qu'est-ce que l'exercice apporte à la santé? Que se passe-t-il au niveau cellulaire quand nous faisons l'exercice et est-ce que notre santé s'en améliore? Nous avons conclu que l'exercice est essentiel pour l'humanité. Nous sommes faits pour bouger. La question que nous voulons adresser aujourd'hui, c'est le sport d'élite, le sport de haut niveau. Est-ce que ça apporte encore plus sur la santé? Est-ce que ça apporte quelque chose à la société pour la rendre meilleure, plus efficace, entre autres? Pour initier tout ça, nous devons peut-être regarder un petit peu dans notre passé. Nous avons toujours adoré nos héros, et ça depuis la nuit des temps. Le premier, peut-être Narmer, le premier pharaon, ou même Fuji, le premier empereur chinois, Hammurabi de Babylone, ou Périclès, le chef d'Athènes, Alexandre le Grand qui a conquis tellement de pays, même Brennus qui est allé saccager Rome, Hannibal qui a traversé les Alpes pour attaquer Rome, et Vergingétorix qui a vaincu César avant d'être capturé. Les Jeux olympiques antiques avaient aussi leurs héros. Il y avait beaucoup moins d'épreuves, 3 ou 4 courses à pied, le stadium qui faisait 200 mètres, le diaulos qui faisait 400 mètres, le dolikos, une épreuve plus longue, et l'hoplite, c'était une course avec armure complète. Il y avait aussi des combats comme la boxe, la lutte, et le très populaire pankration, une combinaison où tout est permis. Il y avait aussi le disque, le javelot, le saut en longueur, et le pentathlon, les 5 épreuves, donc course, disque, javelot, saut en longueur et pankration. Et aussi quelques épreuves équestres. Il y avait aussi des champions célèbres comme Léonidas de Rhodes, 12 fois vainqueur du brin d'Olivier en course à pied, sous 3 Olympiades. Ou Orsippus de Mégara, le premier coureur nu, ou bien même Arikion de Phigalia, champion de multiples de pankration, qui mourut à la fin d'une de ses victoires. Et oui, nous adorons nos héros. On peut continuer avec Boudica, la reine celtique, Alaric le Visigoth, Attila de Hun, Charlemagne en 800, et même Ragnar Lothbrok, le Viking, ou Gengis Khan, le plus grand conquéreur, ou même Jeanne d'Arc. On pourrait aussi contempler de vrais héros qui n'étaient ni rois ni chefs, comme Éric le Red Viking qui a découvert l'Amérique, ou Du Guesclin, le fameux chevalier dans la guerre de 100 ans, Chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, et Charles de Batz, sur qui on a beaucoup écrit. Et puis, il y a nos héros sans guerre ni bataille, comme Christophe Colomb, bien sûr, Magellan, le premier à faire le tour du monde à la voile, ou Roald Amundsen, le premier au pôle sud et au pôle nord. Pour devenir un héros, il faut souvent un vilain. Les pirates et le corsaire sont un bon exemple, comme Barbe Noire ou Surcouf, qui était un pirate pour les Anglais et un corsaire pour les Français, ou Francis Drake, le contraire, un pirate pour les Français et un corsaire, un privateer pour les Anglais. Les héros des uns sont aussi parfois les vilains des autres. On va voir ça aussi dans le sport plus tard. On pourrait citer David Crockett, qui est un célèbre héros du folklore américain, mais un terroriste pour les Anglais. Et on peut aussi nommer Buffalo Bill, le héros américain qui a décimé les buffles et ainsi le moyen de survie des Indiens et qui a précipité leur déclin. Et pourquoi pas le général Custer, le vainqueur héros de Little Big Horn, qui est mort avec toutes ses troupes sur le champ de bataille. Mais pas aussi bien pour Sitting Bull, une contrepartie qui a été assassinée quelques mois plus tard. Ce qui reste certain, c'est que les vainqueurs écrivent l'histoire et font leurs propres héros. Les nations ont besoin de culture pour appartenir à un groupe, pour devenir fiers de créer une image qui amène la politique, du patriotisme, du nationalisme et malheureusement aussi de l'égocentrisme. Les nations ont besoin de culture et aussi d'un point d'ancrage. Vous vous rappelez de cette personne, Karl Marx, qui disait que la religion est l'opium du peuple. Par cela, il voulait dire que la religion permettait aux personnes de se concentrer sur d'autres thèmes que leurs problèmes sociaux ou politiques. Est-ce que maintenant le foot est l'opium du peuple ou le sport en général? Et quelle relation maintenant avec le sport d'élite?
Pourquoi des héros, des champions? Parce que nous leur attribuons des qualités qu'ils n'avaient peut-être pas au départ, comme la bravoure, la discipline, le courage, la détermination, la persévérance, ou même l'honnêteté, la valeur, la pitié. Et maintenant, nous avons transféré ces vertus à nos nouveaux champions et athlètes d'élite. Comme nous attribuons ces vertus à ces nouveaux héros, ces nouveaux champions, il faut quand même se poser la question, mais les autres, les perdants, eux, ils sont faibles, fragiles, sans bravoure, sans courage, sans discipline. Pourquoi donc le sport? Pourquoi l'entraînement? Et pourquoi la compétition? Parce que nous voulons sélectionner le meilleur des meilleurs, l'élite. Cela part du principe que nous sommes tous égaux au départ. Mais sommes-nous réellement tous égaux au départ? Est-ce que nous avons tous les mêmes chances de devenir le meilleur des meilleurs, l'élite? Avons-nous tous les mêmes chances d'y arriver? C'est cette question que nous voulons adresser aujourd'hui. Sommes-nous vraiment tous égaux quand nous commençons les compétitions? Et est-ce que le sport d'élite contribue à améliorer effectivement les sociétés? Pour adresser cette question, 4 aspects distincts sont nécessaires. Le premier que nous envisageons, c'est le social et l'accès. Les athlètes, les participants, l'élite n'a pas toujours accès aux mêmes conditions d'entraînement, informations sur les entraîneurs, etc. C'est cette question-là que nous voulons un petit peu étudier et vous verrez qu'il y a des différences significatives et l'argent joue un rôle assez important. Le deuxième aspect, c'est la technologie. La technologie a évolué et les performances aussi. Est-ce qu'une partie de ces performances est due à au changement de technologie? Changement de technologie voulant dire aussi des règlements qui sont changés. Donc, est-ce que les athlètes d'avant sont moins bons que ceux d'aujourd'hui, qui allaient forcément moins vite, moins haut, moins fort? Le troisième aspect, c'est génétique. Forcément, nous ne sommes pas nés égaux. Des petites différences, parfois infimes, font que certaines personnes peuvent faire des performances que l'on ne peut même pas imaginer. Et ces différences-là, vous verrez que jouent un très très grand rôle dans ces élites et ces sélections d'élites et ces performances. Le dernier aspect, c'est ce que j'appelle les améliorations fictives. Bien sûr, on parlera du dopage, mais pas que. Et tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, ou nous ne regardons pas, qui influe les performances que certaines personnes veulent essayer d'atteindre. Et que d'autres n'y arriveront jamais sans certaines aides chimiques ou autres. Voilà, c'est tous ces 4 aspects, je pense, qui vont être très intéressants et vous amener des informations qui vont permettre de regarder le sport en général et l'élite en particulier d'une autre façon. Donc nous espérons que vous allez aimer ces 4 sections et que vous allez en tirer du profit et de la réflexion surtout, avec une vue un petit peu différente sur le sport et le sport d'élite. Merci et à bientôt.